que vous savez ce qu'est la cohérence cardiaque? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Ceux qui savent, levez la main. Une. Vous imaginez? Une. Ah, 3, je vois pas bien. 3, 4. Alors, je vous propose de faire un petit exercice de cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Moi, j'ai découvert ça personnellement parce que j'ai eu des problèmes cardiaques génétiques, hein, pas du tout... qu'il a fallu que... C'est un cadeau de mon père et de mon grand-père, donc, et mes enfants qui sont profs de gym ont ce problème-là également. Et donc, c'est les cardiologues qui m'ont initié à ça. Mais j'y ai découvert, ce que on va en parler après, quelque chose d'extrêmement important pour notre discipline. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Retenez 3 chiffres. 3, 6, 5. 3, 6, 5. Qu'est-ce qu'il y a derrière 3, 6, 5? 3 fois par jour. Alors, sur 8 jours, 10 jours, une journée, peu importe. 6, c'est un cycle d'inspiration et d'expiration sur 1 minute. 5, c'est 5 minutes. 3, 6, 5, 365. On ne va pas faire 5 minutes, on va simplement faire ensemble une petite minute. Je vais le faire à l'inspiration, la minute, parce que je n'ai pas lancé un chronomètre. Alors, le principe, c'est très simple. Vous vous détendez, vous posez les mains sur les genoux, vous lâchez le ventre, tout simplement. Je vais battre la mesure, c'est le plus simple, hein, pour que vous puissiez me suivre, tout simplement. Et donc, vous inspirez par le nez pendant 5 secondes, et vous expirez par la bouche pendant 5 secondes, ce qui veut dire que vous faites 6 cycles par minute, et vous faites ça 5 minutes. Donc moi je vous bats la mesure, je vais monter jusqu'à 5, et puis je vais redescendre, 5, vous avez qu'à suivre ma main en fait. Ça va? C'est ok? Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, première chose, vous constatez que dans la salle, il y a un silence. Je l'ai fait dans des amphis de 500 étudiants. Se met en place un silence. Pour quelle raison il y a un silence? La première chose, parce que vous êtes sur vous. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est que vous avez 2 choses. Vous déployez une activité d'inspiration et une activité d'expiration. Et cette activité d'inspiration et d'expiration, vous ne la déployez pas n'importe comment, vous la déployez en utilisant un tempo qui vous installe à une inspiration qui dure 5 secondes et une expiration qui dure 5 secondes. Bien évidemment, il y a des possibilités de variation. On peut faire 6, 4, 8, 3, il y a toutes sortes de possibilités selon l'objectif que l'on s'est fixé. Et dans l'activité que vous avez déployée, c'est-à-dire 5 qui montent et 5 qui descendent, c'est une activité dont l'objectif est de vous amener au calme et à la sérénité. Ce qu'on a constaté d'ailleurs. Pour quelle raison? Parce que la fréquence cardiaque va s'aligner sur la fréquence respiratoire. Qu'est-ce que le système respiratoire? C'est un système qui a des propriétés. Quelles sont ces propriétés? Il peut être réflexe ou volontaire. Vous utilisez la propriété volontaire, qui est de moduler vous-même votre propre système respiratoire, alors que dans la vie de tous les jours, vous ne vous en occupez pas. Vous avez un système cardiaque qui a aussi des propriétés, et ces propriétés sont de pouvoir varier sur le rythme en fonction de votre état et des relations que vous avez avec votre environnement, avec vous-même, etc. Donc, nous sommes bien dans une situation où je développe une activité qui a des propriétés sur des systèmes de ressources qui ont eux-mêmes des propriétés pour obtenir un certain nombre d'effets sur moi-même. C'est le cœur de l'éducation physique. Alors, sur cette question-là, on le verra tout à l'heure, c'est aussi la colonne vertébrale de notre intervention, parce que ça, qui paraît banal, de pouvoir déployer une activité pour intervenir sur les propriétés de son système corporel, c'est une conquête de l'histoire, c'est récent, très récent, et c'est pas un don de la nature, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que si vous faites faire ça à quelqu'un qui n'a pas fait les études de professeur d'éducation physique,
Il va le faire consciencieusement, comme on applique une recette de cuisine, mais que saura-t-il de particulier en termes de savoir théorique sur le cœur? Rien. Sur le système respiratoire? Rien. Sur les liens que ces systèmes entretiennent entre eux? Rien. Il va simplement constater les effets que ça produit sur lui, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Mais quand on a la possibilité à la fois d'avoir des savoirs pratiques, des savoirs procéduraux, des savoirs théoriques, et de les articuler pour intervenir sur soi et se transformer, alors là, ça devient un outil de liberté, et c'est ça qui va nous amener à réfléchir tout le long de la soirée. Pourquoi on s'est intéressé à cette question? On s'est intéressé à cette question parce que nous sommes dans une... On ne s'en rend pas compte parce qu'on vit dans cette société. Et dans cette société, nous sommes confrontés à des révolutions, ce que même certains appellent des transitions et des fulgurantes, et des mutations foudroyantes. Mais comme on est dedans, on ne les perçoit pas. Alors la première, c'est la digitalisation du monde. On a produit plus de savoir entre 2000 et aujourd'hui qu'entre la naissance de l'homme et 2000. Le savoir est accessible à tous, tout le temps et partout. Ce savoir maintenant se développe à un point tel qu'on peut même ne plus avoir de frontières entre la corporité, le sujet et l'environnement. Je vais vous donner un exemple d'un prof d'éducation physique dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est une amie de ma femme. Elle a une élève qui a des coupures de conscience, c'est-à-dire, elle est là, et tout d'un coup, paf, elle tombe dans les pommes par terre. C'est grave, ils peuvent blesser, etc. On lui a implémenté une puce dans le cerveau. L'ordinateur est au CHR de Lille, c'est-à-dire à 80 km. Au moment où elle a une baisse, elle ne s'en rend même pas compte elle-même. C'est le prof qui le voit, il a les yeux qui se ferment et clac, la tête revient. C'est-à-dire que l'ordinateur détecte à 80 km en avance, avec un petit temps d'avance, ce qui va se passer, et envoie l'impulsion électrique qui lui évite de tomber dans les pommes. C'est aujourd'hui, ça. J'ai un copain qui a des gros problèmes cardiaques, qui peut laisser sa peau. Il a une montre au poignet, une espèce de Swatch. La dernière fois, il faisait son jardin, sa montre s'est mis à lui parler. Il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur Dupont? Lui, il dit, je suis en train de faire mon jardin, ça va pas ça, monsieur Dupont. Là, il faut vous asseoir un moment. C'est-à-dire, la montre qu'il a au poignet est connectée avec le service de cardiologie de l'hôpital de Lille. Les gens ne sont pas devant leur écran. C'est-à-dire que l'écran bip quand monsieur Dupont fait une activité qui n'est pas conforme à son état pathologique. À ce moment-là, on l'appelle sur sa montre et on lui demande de se calmer. Ça s'appelle la télémédecine. Il a 80 ans et il a la vie grâce à ça. Nous en sommes là. Nous sommes sur cette question-là. Mais cette question-là pose une question de fond, qui est une question éthique. Comme disait un chercheur dont j'ai perdu le nom, il dit qui sera le singe de qui l'année prochaine, ou dans 10 ans. C'est-à-dire que si on ne met pas en place des systèmes éthiques internationaux, pour poser les limites de ces interventions-là sur le corps, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et quel type de pouvoir on peut prendre. Je vous envoie sur la Chine, avec ce qui est en train de se mettre, avec la détection des visages et le permis à points social, à 1000 points. Vous avez vu ça? Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors c'est pas compliqué, quand vous allez en Chine, vous arrivez à l'aéroport, vous devez montrer votre visage sur un tableau. L'intelligence artificielle capte votre visage et vous êtes intégré dans la base de données. Toutes les caméras qui traînent dans la ville sont capables de vous détecter en très peu d'instants. Les Chinois ont un permis à points de 1000 points sur leur comportement social. Ils jettent un papier par terre, ils sont détectés par l'ordinateur. Au bout d'un certain nombre de points perdus, ils ont une amende ou ils vont en prison. Ça, c'est demain. C'est chez eux. Mais ça peut être demain chez nous. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Sans éthique, tout est possible. Alors, tout le possible n'est pas souhaitable. Donc, aujourd'hui, le corps est un enjeu central, à la fois dans ses usages individuels, comme dans ses usages politiques et institutionnels. Que se passe-t-il? Là, dans les pratiques physiques, on va se recentrer sur nos préoccupations à nous. Qu'est-ce qu'on voit? On est atteint par le syndrome du bien-être. Il faut absolument être bien, en bonne santé, joyeux, en forme, et on utilise tous les procédés possibles et inimaginables pour répondre aux injonctions sociales concernant le bien-être. On fabrique des tapis roulants sur lesquels on a l'ordinateur et on peut continuer à faire du sport en travaillant pour son patron. On peut manger 5 légumes par jour, trier sa nourriture, prendre tel type de complément alimentaire, aller faire du sport 3 fois par semaine, faire 10 000 pas, enfin bref, tout est organisé pour que vous soyez dans le meilleur bien-être possible.
On est dans des pratiques de moins en moins compétitives et des pratiques de plus en plus ludiques. Ce ne sont pas des critiques, ce sont des constats. Des pratiques massivement ludiques. On est sur des pratiques, je vous donne un exemple, chez moi, je ne sais pas si ça existe dans la région parisienne, certainement que si. On fabrique des espèces de parcours du combattant à faire collectivement. Alors il y a la Zumba, les gens partent par paquet de 500, il y a 3000 à 4000 inscrits, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. On fait une Zumba au départ, c'est l'échauffement, 20-25 minutes. Puis on part avec son équipe, on ne classe pas. Il n'y a pas de temps à faire, donc il n'y a pas de compète. La seule chose, c'est de finir le parcours. 12 à 15 km, les gens mettent 3 ou 4 heures. Rien ne peut être fait individuellement, ça doit être fait collectivement. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un très grand trou, vous tombez dans le trou, il faut forcément que quelqu'un vous fasse la courte échelle, qu'un autre vous donne un bras pour que vous puissiez sortir du trou et qu'ensuite on reprend l'autre, etc., etc. C'est-à-dire, on ne peut faire le parcours du combattant que collectivement. 3500 inscrits. 3500 inscrits. Et il y en a toutes les semaines dans le Nord-Pas-de-Calais. Et les gens font le tour pour aller se les faire la nuit avec les zombies, le jour dans telle forêt, etc. Donc les pratiques sont de plus en plus conviviales, de plus en plus collectives, de plus en plus spontanées. Est-ce que vous savez qu'à 75% des gens qui pratiquent du VTT ne sont absolument pas licenciés à la Fédération française de cyclisme? Pratique individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sociabilité. Ça veut dire que le cadre institutionnel, les cadres compétitifs ne sont pas les priorités actuelles. Par voie de conséquence, le haut niveau, qui était pour nous une référence, est devenu un système hyper professionnalisé qui ne concerne quasiment plus le commun des mortels. Quand vous voyez la départ d'un final de 100 mètres nage libre, vous avez 9 types qui font 2 mètres de haut, 95 kg, 2 mètres 20 d'envergure. C'est le commun des mortels, ça? Dans les années 70, un athlète de haut niveau vous faisait rêver. On rêvait d'être Poulidor. On rêvait d'être Mimoun. On se pensait capable de pouvoir se projeter d'un point de vue symbolique ou de l'imaginaire dans ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, on les regarde comme des bêtes de cirque et ça ne nous concerne pas corporellement. D'ailleurs, l'imaginaire ne circule qu'entre eux. Il ne circule plus entre nous. Il circule entre eux, simplement, il suffit de lire quand ils s'interpellent les uns les autres dans l'équipe. Oh, lui, il a un corps de dauphin, il avance avec une glisse. Et donc, c'est que des métaphores qu'ils utilisent pour signifier ce qu'est leur adversaire, etc. Et nous, on est presque étrangers à cette situation-là. Pour 40 millions de Français, la recherche du bien-être surpasse le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le point focal, ce n'est pas la compétition, c'est le bien-être. Alors d'où ça sort, ça? Ça sort que cette idée de s'occuper de soi, cette idée de s'écouter, cette idée de jouer avec ses sensations, de jouer avec ses perceptions, comme nous le dit Vigarello, c'est une longue histoire du corps. On commence à voir arriver ça dans les fins 19e, début 20e, notamment avec quelqu'un qui va révolutionner ça. Si vous n'êtes pas dans le domaine de la danse, vous ne la connaissez pas, c'est Isadora Duncan. Isadora Duncan a tout à coup fait émerger un usage du corps dans la danse dans les années 30, dans les années 1900, elle est morte en 1927 me semble-t-il, d'un accident de la route avec sa voiture. Elle avait une danse libre, totalement tournée vers l'expression des états et des sensations. C'est elle qui marque ce passage-là. Et donc peu à peu, on est arrivé à une évolution qui a amené l'individu à prendre en compte des indicateurs, des sensations, d'être à l'écoute de soi, au point qu'on en fait des films comme Hypochondriac avec Danny Boone, dans lequel des gens sont tellement à l'écoute d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus en vivre parce que la moindre chose qui n'apparaît pas dans les clous, ils sont persuadés qu'ils sont atteints d'une maladie fatale. Mais, globalement, pour le commun des mortels, c'est devenu un enjeu. Si on n'a pas de sensation, on ne vit pas. D'ailleurs, tout le cinéma américain, c'est pas un cinéma d'émotion. C'est un cinéma de sensation. Quand vous sortez de la salle, on s'est arrangé avec les 3D, avec les caméras, les drones et tout ce qui s'ensuit, de vous faire vivre des sensations. L'émotion esthétique n'est pas nécessairement là. Alors, il y a une chose, cette transformation est très longue.
a été très longue pour arriver à aujourd'hui, à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de soi, de ses sensations respiratoires et cardiaques, pour essayer de trouver un état dans lequel j'ai de la sérénité. C'est une longue histoire. Au début, on s'est toujours occupé du corps. Vigarello le dit, l'homme s'est toujours occupé de son corps. Mais le premier usage qu'on a fait du corps, c'est qu'on agissait sur les propriétés du corps pour le mettre à l'épreuve du divin. Scarifier, couper, allonger, déformer la tête, les pieds, les bras, mettre des traces, se tatouer, toutes ces activités qu'on découvre dans tous les peuples depuis la nuit des temps, a été de mettre les propriétés du corps à l'épreuve du divin. Et on est passé progressivement à agir sur les propriétés du corps pour le mettre à l'épreuve de la construction et de la gestion de soi. Mais à quel prix ? Et à quelles conditions ? La mondialisation dont je vous parlais tout à l'heure, la digitalisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous fait perdre nos repères dans un monde qui nous paraît totalement hors de portée, a aussi comme conséquence, comme le dit Vigarello, de nous recentrer sur notre propre intimité et notre propre intériorité pour retrouver un sens au monde dans lequel nous nous trouvons. Mais tout ça est bousculé et interrogé par la vitesse. Par la vitesse. Moi, j'ai toujours été un adepte de la lenteur, et j'ai toujours fait l'éloge de la lenteur en éducation physique. Malheureusement, il n'y a que dans la danse qu'on peut explorer la lenteur. Toutes les autres activités, on explore la vitesse. Alors, nous avons une première conviction, c'est que l'EPS qui est dans le monde du XXIe siècle, que l'EPS qui s'occupe du corps des enfants, l'EPS qui doit permettre à nos élèves de trouver une liberté, un bien-être positif, à pouvoir se construire, nos élèves ne sont pas, comment dire, à l'écart de ces tensions. Ils les vivent en permanence, aussi dans le monde dans lequel ils sont. Et ils ne le vivent pas tous de la même manière selon les classes sociales auxquelles ils appartiennent, comment leur histoire du corps a été construite. Les profs de lycée professionnel savent parfaitement que les représentations du corps chez un élève de lycée professionnel, ce ne sont pas ceux des lycées généraux. En lycée professionnel, la transformation du corps, ça n'existe pas bien souvent. Le corps, c'est un outil. Il répond à l'usage ou il ne répond pas à l'usage. Et souvent, les élèves de lycée professionnel disent « Monsieur, je ne fais pas, je ne sais pas faire. » Parce que ou on sait faire ou on ne sait pas faire. Mais se mettre dans une situation de transformation et d'intervention sur soi pour faire ce qu'on ne savait pas faire, ça, c'est pas non plus un don de la nature, ça s'apprend et c'est le cœur d'éducation physique et ça concerne tous les élèves qui sont en lycée professionnel ou en lycée général. Donc ces tensions qui s'exercent sur le corps, les normes dont on va vous parler, dont Serge va vous parler dans quelques instants, sont au cœur de l'éducation physique. Quel type de liberté voulons-nous construire ? Quelle prise de conscience des normes qui pèsent sur nous voulons-nous interroger ? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc, ça nous demande de repenser l'école de la République, de revenir aux racines de ce que signifie l'école de la République et les valeurs républicaines. Y interroger la place du corps. Qu'est-ce que l'école et qu'est-ce que la République ? La République, c'est la res publica, c'est la chose publique. Qu'est-ce que la chose publique ? C'est tout ce qui est le bien commun et partagé par tous dans un intérêt général. Comment débattre de la chose publique ? Parce que c'est bien ça, nous sommes dans une démocratie qui nous permet de pouvoir débattre de la chose publique. On l'oublie, mais on a une liberté pour ça. Une liberté qui a demandé des conquêtes et des révolutions. Débattre de la chose publique nécessite le suffrage universel. Mais pour pouvoir être au suffrage universel et pouvoir, en toute lucidité et connaissance de cause, utiliser ce suffrage universel, il faut accéder au savoir et à la raison. Parce qu'il ne peut y avoir de débat démocratique et républicain s'il n'y a pas d'accès au savoir et à la raison. Et donc la fonction de l'école, c'est de permettre à chacun d'entre nous de mettre à distance ses passions pour accéder à la raison, de pouvoir construire un savoir libre, non idéologique, non dogmatique, de manière libre, c'est-à-dire non pas imposée, sans aliénation, qui nous permettent de construire une vision du monde et donc de pouvoir participer au débat démocratique sur la chose publique. C'est la racine. Et donc l'école est ontologiquement liée à la République.
pas de République, pas d'école, pas d'école, pas de République. Et donc on ne peut pas, nous, en tant que prof d'éducation physique, ne pas s'interroger sur la conquête de cette liberté, sur les valeurs liberté, égalité, fraternité. Et je peux vous dire que même on peut tenir tous les discours qu'on veut, c'est au cœur de la classe et dans les dispositifs qu'on met en place que l'on sait si les valeurs de la République sont respectées ou pas. En tant qu'inspecteur, j'ai vu 1200 leçons d'éducation physique. Et je peux vous dire qu'on utilise des procédés à notre insu sans se rendre compte que les valeurs de la République, on les bafoue. Je vous donne un exemple que j'ai vu dans un cours. Montante descendante en badminton. Tout le monde fait des montantes descendantes en badminton. Le principe efficace, régler le problème pédagogique pour aller le plus vite possible. On fait rentrer 2 élèves sur le premier terrain, on joue sur un point. Je suis battu, je reste sur le terrain, je suis gagnant, je monte d'un terrain, puis on fait rentrer un autre élève. En 2 coups de cuillère à peau, vous avez les meilleurs et les moins bons. Vous savez ce que j'ai vu? Il y a une jeune fille qui rentre sur le premier terrain, la première, avec un autre élève. Elle prend 1 point. Elle reste sur le terrain. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle en a pris 30 dans la vue. Elle n'a jamais décollé du terrain. Ça s'appelle une violence symbolique de l'école. On est dans les valeurs de la République? Bien sûr que non. Donc si la conquête de la liberté est un but, et la liberté, attention, il faut être clair sur le mot liberté. La liberté, ce n'est pas la liberté d'aller et venir, ça on est d'accord sur la liberté d'aller et venir. C'est sur la liberté de penser. Ça par contre on en parle moins souvent. Qu'est-ce que la liberté de penser? C'est-à-dire que je suis dans la capacité de connaître et d'utiliser à la fois mes contenus de pensée et mes contenants de pensée, c'est-à-dire ce que j'utilise pour penser mes contenus. Quels sont les cadres théoriques, quels sont les cadres éthiques, quels sont les cadres idéologiques qui animent les contenus que j'utilise? Cette question est centrale. Il n'y a pas de liberté de penser si je ne suis pas en clair sur mes contenants de pensée. Sinon, on fait du tuning, c'est-à-dire on n'arrête pas de repeindre la voiture, mais ça reste toujours un diesel. On veut en faire une voiture de Formule 1, elle a toutes les allures extérieures de la voiture de Formule 1, mais le moteur, c'est toujours un moteur de diesel. Et ben, on peut faire ça en éducation physique. Et on peut innover en permanence, tout le temps, sur les mêmes choses, sans jamais réinterroger nos contenants de pensée. Et c'est ce qui nous anime, Serge et nous. C'est de réinterroger les contenants de pensée, pas que les contenus de pensée. Donc, si la liberté est le but, la liberté de penser est le but, l'égalité, c'est le moyen. C'est-à-dire l'accès à la liberté d'être par le savoir, sans discrimination sociale, ni politique, ni religieuse, ni ethnique. La fraternité, c'est la conséquence. Le partage de la liberté et d'échange dans son exercice, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Quand on est à l'école, on n'est pas dans une communauté. Dans une communauté, on a décidé d'y être. Dans un club, on a décidé d'y être et on se rassemble parce qu'on se ressemble. Quand on est à l'école, on est tous différents et on accepte celui qui est d'à côté, qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas le même milieu social, qui ne vient pas du même endroit, qui n'ira pas au même endroit que moi. Et cependant, ensemble, il faut qu'on travaille. Et cependant, ensemble, il faut qu'on se construise. Donc, le vivre ensemble de l'EPS ou de l'éducation en général doit d'abord être un apprentissage à vivre différent. Et donc, la laïcité, c'est la condition. La liberté, le but. L'égalité, le moyen. La fraternité, la conséquence. La laïcité, la condition. Et la laïcité, il ne faut pas la limiter aux problèmes religieux. La chance de l'éducation physique, c'est que par la polyvalence, elle permet la laïcité. Parce que si on faisait que du rugby, on porterait atteinte à la laïcité. Quand on fait que du sport et qu'on ne veut pas ouvrir sur les activités artistiques ou les activités d'entretien, on n'est pas dans la laïcité. Quand on fait cours devant ses élèves avec un maillot du PSG, on n'est pas dans la laïcité. La laïcité, c'est la coexistence des histoires singulières dans le respect de chacun. Ce n'est pas une idéologie, c'est les conditions de la neutralité et de la coexistence des différences. Donc en tant qu'enseignant, on doit s'interroger sur tous les types de neutralité, pas seulement religieuse, pas seulement de convictions philosophiques, mais aussi, par exemple, ce que j'ai dit dans la revue EPS concernant l'olympisme. Pourquoi faudrait-il centrer l'intégralité de l'éducation physique sur les valeurs de l'olympisme? Non, sur les valeurs de la République, oui. L'école républicaine, elle a un défaut. C'est que l'école républicaine, par l'accès à la raison, a centré
exclusivité de son intervention sur le scriptural et l'instrumental, c'est-à-dire sur l'analytique. Et il nous semble que, au vu de tout ce que je viens de vous dire, il est nécessaire de reconsidérer l'éducation physique en essayant de la remettre dans les valeurs de l'école républicaine et de réinterroger le corps compte tenu des enjeux qui portent sur le corps dans la société contemporaine d'aujourd'hui. Et donc de faire entrer l'école dans la modernité en reconstruisant les liens valeurs-contenu dans les approches des usages du corps d'une manière générale. D'autres disciplines l'ont fait. Les lettres sont sorties du culturalisme étroit. Je vous renvoie à l'article que nous avons écrit avec Serge, je ne vais pas le développer. La technologie est sortie du culturalisme étroit. Vous ne trouverez pas en lettres ou en arts plastiques d'œuvres à traiter. Vous ne trouverez pas en philosophie d'œuvres à traiter. L'objet de la philosophie à l'école, c'est d'être capable de prendre sa pensée comme objet de pensée. C'est ça, le cœur de la philosophie. Et qu'est-ce qu'on propose? On propose des thèmes d'enseignement, l'amour, la sagesse, la mort, la liberté, etc. Des thèmes d'enseignement. Et l'enseignant choisit 2 ou 3 pages de Socrate, de Platon, de Nietzsche, de Kant, qui illustrent une pensée élaborée sur le thème qu'il doit traiter. Et les élèves vont apprendre à dépasser leurs allants de soi, leurs préjugés, et de construire une vision la plus lucide possible sur le thème qui est traité. On ne fait pas 5 niveaux de compétences de Kant, ni 5 niveaux de compétences de Nietzsche, ni 5 niveaux de compétences de Pascal, ni 5 niveaux de compétences de que sais-je encore. Et donc nous on propose une autre vision qui est d'articuler d'un côté les usages du corps au travers une analyse objective de ce qu'il y en est fait dans notre société, et de l'autre côté de les articuler à la construction de certains aspects du patrimoine culturel pour permettre de construire un sujet libre. Et donc pour finir cette partie-là, je vous propose ce schéma-là, c'est-à-dire comment éviter que le sujet soit assujetti à des représentations sociales normatives, aux motricités usuelles d'un corps qui le gouvernerait, c'est-à-dire comment éviter d'être gouverné par son propre corps qui a intériorisé des normes extérieures et qui m'aliène dans ce que je suis. Comment entretenir un rapport pacifié et écologique à sa corporité, au sens propre du mot écologie. Comment favoriser l'accès libre à un savoir libre, dénormé et adogmatique sur le corps. Quel usage libre du corps dans lequel le sujet trouvera en toute connaissance du corps, de cause, les normes auxquelles il aura l'envie, le souhait ou pas de se soumettre. Comment libérer le sujet du souci du corps pour qu'il s'épanouisse et accéder à des imaginaires. Comme j'aime. Vous connaissez la pub Comme j'aime? La typique de l'aliénation. Des femmes qui arrivent, qui posent en disant, ou des hommes, j'ai perdu 25 kilos, regardez, faites comme moi, prenez les repas qu'on me propose, vous verrez. Elles prennent, je dis à Serge, c'est extraordinaire. La pose, elle est de côté, les épaules tournées comme à la grecque, c'est-à-dire qu'on crée une ligne de corps qui vous laisse croire qu'ils sont plus minces que ce qu'ils ont maigri. Et donc on vous propose une norme à atteindre, et on vous la vend, bien évidemment. Et on vous la vend. Vous pensez bien que les repas qu'on vous propose matin, midi et soir à 1200 calories, c'est-à-dire qu'on va vous les faire payer 4 fois plus cher que ce que ça compose comme ce qu'il y a dedans pour pouvoir les fabriquer, c'est commercial, hein, pour vous vendre une norme corporelle qui est une certaine ligne diffusée par la publicité.